il est évident qu'il y a un poids que constituent les réfugiés syriens au Liban depuis un moment. C'est un peu la même chose aussi en Jordanie et en Turquie. C'est quelque chose qu'il ne s'agit pas du tout de nier et ce serait quand même très malhonnête de faire l'impasse sur cette question. Mais de là à dessiner ou à établir un lien direct entre l'ampleur gigantesque de la crise économique au Liban, de l'effondrement et de ce poids humain des réfugiés qui pèse sur beaucoup de choses, sur l'infrastructure, sur probablement aussi certaines agglomérations qui souffrent de problèmes économiques. Le lien est extrêmement, d'abord, il est incorrect techniquement et il est aussi malhonnête politiquement. L'effondrement du Liban aujourd'hui est dû très largement à des choix de politique économique qui ont été entrepris par la classe politique et la classe financière aussi, enfin les deux étant très imbriqués depuis les années 90, puis ensuite dans les années 2000. Ça a été très savamment, très largement, très abondamment expliqué par tout le monde, que ce soit des politiques internationaux ou les rapports de la Banque mondiale et du FMI, c'est la construction d'un gigantesque Ponzi scheme financier, en plus d'un pays qui a toujours historiquement souffert de dysfonctionnement économique, c'est-à-dire d'une prospérité très mal distribuée, très concentrée autour de certains segments extrêmement restreints. Et ensuite, évidemment, la corruption de la classe politique, les gabégies et les multiples problèmes qui se sont ajoutés avec évidemment l'isolement du Liban par rapport à son environnement à partir de la moitié des années 2000. La crise syrienne a évidemment contribué à tout cela, mais on ne peut pas apporter de pourcentage, mais si je devais me risquer, je dirais que ça a peut-être constitué 10 à 15% de cet amoncellement de crise. Alors la question des réfugiés, elle est très compliquée à comprendre et disons, à analyser parce qu'on manque beaucoup de données aussi. Ce qu'on sait, c'est que les chiffres de l'UNHCR, qui est l'agence en charge de cette question, ne correspondent pas du tout aux chiffres avancés par les autorités libanaises, qui lui est un chiffre très largement fantasmatique et fantasmé. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que historiquement, il y a une présence syrienne au Liban qui est pratiquement structurelle, qui est pratiquement permanente, avec un afflux de travailleurs saisonniers qui tourne autour du demi-million ou un peu plus depuis les années 70. Donc il faut défalquer probablement disons, cette somme du nombre de réfugiés, ce nombre du nombre de réfugiés. Il y a aussi des vrais réfugiés, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui ont tout perdu en Syrie, qui aujourd'hui, tout simplement, ne peuvent pas revenir physiquement, que ce soit dans leur région ou ailleurs. Et il y a, il faut l'admettre, une partie de réfugiés ou de Syriens qui profitent un peu aussi disons, des failles qui existent dans le système UNHCR pour passer la frontière plusieurs fois par mois en profitant évidemment de certains bénéfices ou de certains avantages qui sont distribués. Donc avant d'aborder la question de façon extrêmement disons, brutale, comme aujourd'hui le fait le gros de la population libanaise, il s'agit de comprendre de quoi on parle. Deux, il s'agit aussi d'éviter de rentrer dans des surenchères xénophobes et populistes parce qu'elles ne serviront à rien à part jeter de l'huile sur le feu, provoquer probablement des tensions et peut-être, il faut le craindre, des affrontements à un moment donné entre les populations syriennes et libanaises et ce ne sera dans l'avantage ni des Libanais ni des Syriens. Ceci étant, il faut aussi que la classe politique, disons, dans toutes ses composantes aujourd'hui au Liban, arrête aussi d'instrumentaliser cette question à des fins politiques. Je prends pour exemple récemment le candidat à la présidence, soutenu d'ailleurs par la France, Sleiman Frangi, qui argue de son amitié personnelle avec Bachar al-Assad pour jurer mordicus qu'il ramènera les Syriens chez eux. La première question que ce candidat devrait poser au président syrien, c'est est-ce que vraiment la Syrie officielle, le régime de Bachar al-Assad aujourd'hui, voudrait ramener une multitude, disons, de citoyens syriens dans son territoire, en sachant que ce sont largement des individus ou des groupes qui ont été très largement opposés au régime et que je pense que ce régime ne voudrait pas vraiment vouloir les voir revenir. Donc, ce sont des questions très hypocrites qu'il s'agit de déconstruire et de poser sur la table, mais en le faisant aussi, il ne s'agit pas
de se voiler la face et de faire comme si ce problème aujourd'hui n'existait pas et ne pesait pas en tout cas sur le climat socio-politico-économique dans le pays. La problématique du changement au Liban a toujours été très compliquée, elle le sera toujours. Je dirais, pour employer une métaphore célèbre sur une autre question, que la révolution est impossible au Liban et la réforme ou le progrès pratiquement très improbable. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour une raison structurelle, c'est que le système politique et social au Liban s'est construit d'une telle façon au fil du temps, depuis l'indépendance, sur une multitude, disons, d'empêchements de la citoyenneté, que ce soit le communautarisme, que ce soit, disons, des ségrégations classiales aussi, ou géographiques et économiques, le fait qu'il y a, disons, un pays qui est très, très largement polarisé historiquement. Deuxièmement, mais de façon plus importante aussi, c'est un système politique et une classe politique, une sorte de mafiacratie qui a des ressorts extraordinaires de survie, qui est capable d'abord de jouer sur une très, très grande résilience, une capacité à prendre des coups, mais aussi disons, à les réfracter, c'est-à-dire à les renvoyer vers la société qui elle-même s'oppose à cette classe politique en lui renvoyant ses propres contradictions et ses propres divisions. On peut penser au communautarisme, on peut penser à d'autres questions aussi. D'autre part, cette classe est extrêmement, disons, enracinée dans les circuits profonds du pays, c'est-à-dire les circuits financiers, économiques, clientélistes. Donc, elle tient la société de façon extrêmement puissante. Pour parler de la société et de l'opposition aussi, il faut admettre que le Liban est un pays où l'individualisme politique est très puissant. Donc, il y a, malgré une politisation très, très forte et ancienne et traditionnelle dans ce pays, il n'y a pas vraiment de tradition d'action collective. Il n'y a pas vraiment de partis politiques au sens propre du terme. Ce sont des partis notabiliaires autour de réseaux clientélistes et électoralistes. Et donc, lorsque cette fameuse Saoura dont vous parlez a commencé à exploser le 17 octobre 2019, d'abord, elle n'a pas duré très longtemps, mais deux, surtout, elle était très largement, disons, désorganisée, déstructurée et surtout sans plateforme programmatique commune. Ce qui fait que les élections qui ont suivi étaient pratiquement un piège rêvé mis par le pouvoir à cette opposition, qui a en fait remis les forces de contestation devant leurs propres contradictions et devant leur propre incapacité à changer enfin, quoi que ce soit, hormis des marges très, très minimes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et c'est à mon avis la chose la plus grave, l'idée même du changement, disons, de la transformation, du progrès, etc., dans le pays est devenue elle-même victime des propres forces du changement qui ont pratiquement désespéré Billancourt, comme on pourrait dire. Elles ont désespéré la population qui attendait peut-être quelque chose. Et aujourd'hui, disons, le gros du pays aussi entre une apathie politique qui a toujours été là, en fait, avec des gens qui se débrouillent pour vivre au quotidien et s'arranger pour échapper, disons, à la vie très difficile au Liban. Une partie de Libanais qui se disent que le seul salut viendra de l'exil et de l'émigration, et une partie du système qui continue à protester à la marge en se réfugiant sur une protestation somme toute inutile politiquement sur les réseaux sociaux, dans des petits groupuscules ou même dans leur sphère privée. Donc je crois aujourd'hui que le système a montré encore une fois, et on peut prendre beaucoup d'exemples au cours du siècle passé, une extraordinaire capacité à encaisser les coups et plus encore et plus gravement encore à rejeter ces coups vers la société et en fait transformer le problème qui la confronte en problème à la société elle-même. La France doit-elle ou peut-être jouer un rôle dans ce pays? C'est à la France de répondre. Elle le doit, je ne sais pas. Évidemment que c'est une partie de la tradition, disons, de ce qui reste de la tradition géopolitique française au Moyen-Orient. Est-ce qu'elle le peut? Elle le pourrait si elle se dotait de moyens un tout petit peu plus, je dirais, subtils. Et c'est là qu'on vient
à la question de la médiation récente du ministre Le Drian, mais aussi à l'initiative française dans son ensemble. Je dirais que la France, surtout sous la présidence d'Emmanuel Macron, a beaucoup oscillé sur le Liban, énormément. Elle est passée parfois d'un extrême à l'autre, conceptuel et politique, et parfois politicien. Peut-être qu'à la décharge du président, on pourrait dire que c'est sa fameuse méthode de l'en même temps, mais parfois ça a été aussi du n'importe quoi. Un appel d'abord à dégager, je cite le président lui-même, la classe politique, puis ensuite un appui presque inconditionnel au Premier ministre en place avec un gouvernement complètement inefficace, pour ne pas dire complètement gabégique et corrompu lui aussi. Et puis ensuite, une initiative présidentielle dont personne, même en France, dans les cercles diplomatiques parfois, a du mal à comprendre le bien fondé et, disons la justesse ou même l'intelligence, je pourrais dire, c'est-à-dire sortir d'un rôle de médiation vers un rôle d'appui à l'un des camps, au candidat de l'un des camps. Alors pour revenir à votre question, je crois que le choix récent de Jean-Yves Le Drian et d'une nouvelle mission au Liban, en tout cas je veux l'espérer pour la France, est une tentative peut-être de sortir de l'impasse et de dire, en annonçant une nouvelle figure en charge de cette médiation, qu'il y a aussi un nouveau logiciel qui est plus médian, qui va se mettre à la recherche d'un candidat de compromis et qui a une méthode légèrement différente. Le ministre Le Drian était à Beyrouth il y a 2 semaines. Il a pratiquement écouté tout le monde et il n'a presque rien dit. Il est actuellement en train de rédiger un rapport qu'il remettra au président qui devrait peut-être, dit-on, aboutir à la relance d'une sorte de table ronde libanaise pour aboutir à un compromis présidentiel avec, évidemment, et c'est là qu'il faut aussi rappeler quelque chose, c'est que la France n'est pas seule dans cette histoire, avec un quintet qui est constitué depuis un moment autour de la France, avec les États-Unis, l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Égypte. Et Jean-Yves Le Drian, d'après la presse ces quelques jours, s'apprête à entamer une tournée auprès de ces capitales-là, auprès de ces pays, pour voir comment la France peut réadapter son initiative à quelque chose de plus réel. Mais je dirais plus largement que cela que je crois que la France, depuis un moment, d'autres pays aussi, mais on parle de la France maintenant, a du mal à trouver ses marques dans un pays qu'elle ne peut-être comprend plus très bien. Elle continue à fonctionner sur un pays, disons, avec des paramètres un tout petit peu classiques et anciens. Il y a beaucoup de cynisme à l'Élysée. Je peux en témoigner moi-même lorsqu'on parle avec les praticiens de la politique française. Il y a beaucoup de cynisme, parfois même de froideur sous prétexte réaliste et parfois un peu d'affairisme aussi, il faut le dire. Ce n'est pas ici le lieu de détailler tout cela. Mais je crois que ce sont des approches qui, à mon avis, ne pourront pas aller très loin. Et si elles aboutissent de façon ponctuelle, conjoncturelle, ne serviront pas à grand-chose à l'avenir. Il est évident que le rapprochement saoudo-iranien est une donnée importante, peut-être même cruciale dans la région tout entière. Il s'agit de voir si ça va aller très loin, si ça va être solide et si ça va être durable. Mais pour l'instant, il est indéniable que ça crée un climat. Je dirais que ça crée un climat, mais pour l'instant sans plus. En tout cas pour l'aspect libanais. Il faut rappeler que le rapprochement saoudo-iranien vise d'abord à apurer les relations bilatérales entre ces deux pays, la rouverture des ambassades, l'arrêt des guerres informationnelles, probablement certaines questions relatives aux minorités de part et d'autre. Et ensuite, sur les terrains régionaux, il y a une sorte de gradation dans l'ordre des priorités. Le Yémen vient en premier. Pour l'instant, les progrès sont faibles au Yémen, même si on les voit. Il y a aussi l'Irak, sur lequel on ne voit encore rien. Il y a la Syrie, sur laquelle la seule réverbération de ce rapprochement a été une normalisation entre le Golfe, l'Arabie saoudite au premier chef, avec le régime de Bachar al-Assad. Mais là aussi, on ne voit pas très bien quels sont disons, les quiproquos, le marché qui a été établi. Et au Liban, on ne voit pas encore très bien les choses non plus, pour une raison simple, c'est que l'attitude saoudienne par rapport au Liban
n'a pas encore vraiment changé. C'est une attitude qu'on peut décrire ou caractériser par une sorte de, disons, de manfichisme, de mépris, d'ignorance, de quelque chose qui ressemble un peu à ce pays n'est plus important, ce pays est pour nous un casse-tête perpétuel. Franchement, on ne sait pas ce qu'il faut en faire et à la limite, on n'a pas d'idée et on n'a pas d'intérêt. Je crois que c'est un peu faux dans les faits, puisque les Séoudiens continuent à s'intéresser à ce pays, mais je pense que c'est une façon aussi de dire à l'Iran et au Hezbollah, puisque vous parliez du Hezbollah, nous ne sommes pas là pour faire un marché comme les fois précédentes, parce que les marchés qu'on a fait dans les fois précédentes, s'est avéré d'abord non rentable pour nous. Il s'est avéré non tenable puisque vous avez, disons, vous êtes sorti de vos engagements. Et troisièmement, c'est un marché qui, au fond, est nocif pour le Liban. C'est-à-dire, c'est un marché qui contribue à perpétuer le mode de gouvernance actuel et c'est un mode de gouvernance auquel nous ne voulons plus, nous, Séoudiens, contribuer, de toute façon financièrement en tout cas. C'est un peu ce qu'on voit sur l'Égypte ou ailleurs. Alors maintenant, est-ce que les prochains rounds de réunions saoudo-iraniennes qui continuent, qui sont régulières, vont finir par mettre le Liban sur l'ordre du jour, à l'agenda? Je ne sais pas. Je ne sais pas très bien quelle sera la capacité de résistance de l'Arabie saoudite, au fond, à ne pas céder à une sorte de fatalisme sur le Liban en disant à l'Iran, bon, écoutez, faites ce que vous voulez de toute façon, mais oubliez-nous. Et donc, on irait vers une sorte de solution du plus mauvais, je dirais. D'après ce que je sais, mais là je prends un risque peut-être, d'après ce que j'entends de certains diplomates de haut niveau en Arabie saoudite, je ne crois pas que c'est je ne crois pas que c'est le cas. Riyad est très échaudé par les expériences passées au Liban. Et c'est là, pour revenir à la question précédente, où il y a aussi un point disons, de reproche à la France de la part de Riyad de s'être embarqué dans une médiation, dans une initiative qui fait la part trop belle, disons, au camp iranien ou au camp pro-iranien au Liban. Et donc, je pense que ce rapprochement, oui, il peut porter des fruits. C'est encore tôt pour le voir et pour le dire, mais s'il porte des fruits, je crois que cette fois, ce sera quelque chose d'un tout petit peu différent de ce qu'on a vu dans les fois précédentes. La question restera de savoir comment l'Arabie saoudite va aborder la question pratique, enfin la question particulière du Hezbollah, à part la question iranienne. Lorsqu'on voit comment au Yémen, par exemple, Riyad s'est accommodé de la présence des Houthis dans le jeu politique et dans la négociation, je n'exclus pas du tout dans les semaines ou dans les mois qui viennent un rapprochement direct, un dialogue direct entre l'Arabie saoudite et le Hezbollah. Mais cela ne veut pas dire que Riyad cédera complètement aux desiderata et à l'agenda du Hezbollah au Liban. On a un tout petit peu parlé tout à l'heure de l'initiative française et de l'appui supposé, parce qu'il n'y a rien d'officiel en fait à Slimane Frangieh de la part de Paris, qui peut-être est en train aujourd'hui de s'estomper ou en tout cas de prendre une nouvelle tournure. Mais c'est évident que tout cela a été très mal compris, non seulement par la diaspora libanaise en France, parce que finalement, c'est une partie, disons, de la réalité libanaise, mais il a été surtout très mal compris par les Libanais eux-mêmes et par l'ensemble des partenaires de la France dans la région. Je parlais de l'irritation saoudienne, par exemple, ou de l'incompréhension égyptienne, ou peut-être de l'énervement américain aussi. Alors, est-ce que le collectif qui vient d'être créé peut être un acteur important dans le changement? Je ne veux pas être catégorique sur cette question, mais personnellement et analytiquement, je tends parfois à disons, à avoir un petit scepticisme. Je ne vais pas dire à me méfier du fait de penser que le salut d'un pays vient de sa diaspora. C'est vrai pour le Liban et c'est vrai pour d'autres. Je pense que c'est une façon un tout petit peu malsaine d'échapper à la question de la citoyenneté, de l'engagement, de la réalité.
en pensant qu'il y a un bon Liban à l'étranger, et un Liban qui un peu perdu, à volo, etc., au Liban même. Je crois que c'est quelque chose, pour moi en tout cas, d'un peu malsain et de peut-être dangereux. Deuxièmement, ce collectif, lorsqu'on regarde un tout petit peu dans les détails, et vous avez fait le parallèle avec le collectif libano-américain, il est un peu partisan aussi. On peut adhérer à certains de ces principes, mais il ne faut pas oublier qu'ils ne représentent qu'un des, disons, un des camps, un des alignements au Liban, et je ne suis pas sûr que c'est peut-être la meilleure façon d'aborder la question libanaise. Troisièmement, je ne suis pas sûr que le collectif qui a été créé, qui s'est lui-même arrogé disons, le privilège de parler pour 200 000 Libanais en France, que ce soit tout à fait vrai. Je ne suis pas sûr qu'il y a eu une sorte de consultation. Je ne sais même pas d'ailleurs combien de Libanais il y a en France et s'il y en a 200 000, s'ils sont tous très impliqués dans la vie de leur pays d'origine. Ce sont des questions qu'il faut se poser de façon très sociologique, le rapport d'une diaspora avec son pays. Je pense qu'il est toujours bon d'avoir un appui de la diaspora à des questions de survie sociétale, de soutien humanitaire, de maintien du lien avec le pays d'origine, d'aide aux Libanais qui veulent peut-être s'installer ailleurs, etc. Mais penser que parce qu'on est parti, parce qu'on vit dans un pays supposément fonctionnel, on peut, disons, fort de cette posture, dicter ou édicter à son pays d'origine la façon dont il doit s'en sortir. Moi, c'est quelque chose qui me laisse un tout petit peu, disons, sceptique ou parfois même pantois. Donc, je crois que c'est bienvenu, évidemment, mais il ne faut pas penser non plus que c'est de là que viendra le salut. D'autre part, reste à savoir quelle est la nature, en fait, du lien et du leverage, je dirais, qu'a cette diaspora sur la décision française. Quand je vois un tout petit peu les chevaux ou l'éventail de ce qui constitue ce collectif, j'ai du mal à voir très bien quel est son positionnement au sein de l'échiquier politique français et ce qu'il peut faire exactement et dans quelle direction. Donc voilà, ma réponse sera un tout petit peu, disons, sceptique. Mais encore une fois, je crois qu'aujourd'hui, une grande partie du Liban qui est à l'étranger doit continuer à s'intéresser à ce pays. La question est de savoir comment.